Quand j'étais petite, j'ai subi des violences sexuelles de la part d'un oncle. Un des trucs là qui a été le plus violent, c'est quand j'ai ma tante au téléphone et que je lui dis bah oui, ma cousine, donc ta fille, elle subit ça aussi. Elle est en larmes et puis elle me demande si elle peut rester mariée avec son mari. Parce que si elle le quitte, les filles n'auront plus de papa. Et moi, j'ai 12 ans à cette époque-là, à peine, j'ai 11 ans et demi. Je dis, bah non, bah reste mariée avec lui. Et bah enchantés tous les deux. Donc moi, je m'appelle Héloïse Martin. J'ai 27 ans, je suis comédienne, réalisatrice. Il y a pas longtemps, j'ai décidé de prendre la parole parce que quand j'étais petite, j'ai subi des violences sexuelles de la part d'un oncle. Donc voilà, donc victime d'inceste. Moi, je suis Mathilde, j'ai 30 ans et j'ai vécu du coup de l'inceste de la part d'un de mes frères de mes 8 à mes 13 ans environ, un peu avant 13 ans, donc 5 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je travaille avec les jeunes, donc je suis coordinatrice d'équipe et de projet dans une association qui accompagne les jeunes dans leur service civique. Donc moi je suis Arnaud Gallet, j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Je suis anthropologue moi de formation. Je travaille dans la protection de l'enfance, ça fait près de 20 ans. Je suis un peu plus vieux, j'ai 42 ans et demi. Je mets un demi comme ça veut dire que je me raccroche un peu à ce qui me reste de jeunesse. Je perds mes cheveux. Et puis, j'ai été victime, moi, d'un double inceste, puisque j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un grand-oncle qui était prêtre missionnaire, et à l'âge de 12 ans par 2 cousins, et mon affaire est en cours. Waouh. Ok. Alors moi, j'ai grandi dans un contexte familial, à première vue, assez sympa, plutôt bourgeois, avec beaucoup d'argent, etc. On peut se dire que tout va bien, etc. Et finalement, j'avais un père extrêmement violent. Et moi, je suis convaincu que la violence de mon père, qui était assez inouïe, c'est-à-dire que j'ai encore des marques aujourd'hui sur mon corps, etc. Il a été même jusqu'à me baraquer, par exemple, avec une arme. Enfin bon, des trucs assez dingues. Et moi, je suis convaincu que ça a été un terrain propice à être la proie après d'un prêtre, donc un grand-oncle pédocriminel, et puis après de mes 2 cousins, parce que tout le monde savait, en fait, et personne ne faisait rien, que ce soit à l'école ou autre. Donc j'étais un gamin, j'ai jamais été violent. Mais on va dire que j'étais un peu zébulon, pour dire des choses comme ça. Je suis toujours un peu zébulon, d'ailleurs, je pense. Après, et à l'âge de 19 ans, je suis parti de chez moi pour fuir la violence, etc. Et j'ai été accueilli à bras ouverts par les milieux populaires. J'ai quitté le monde bourgeois pour aller plutôt vers après la Seine-Saint-Denis, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors du coup, moi, comment j'ai grandi, dans quel milieu ? J'étais une jeune fille, une petite fille assez sympa, bavarde. Et quand j'ai eu à subir l'inceste, je sais qu'à ce moment-là, je me suis renfermée sur moi-même. Et il faut savoir aussi que dans le contexte familial, j'avais pas d'intimité à moi. On partageait une chambre, on était, je crois, 5 ou 6 dans la chambre. Donc, je connaissais pas vraiment trop la pudeur. Et c'est vrai que ça m'a totalement renfermée sur moi-même. J'étais dans ma coquille, quoi. Et j'ai grandi avec ce silence-là. Voilà. Ok. Vu que ça venait de un de mes frères, j'avais ce regard paternel puisque mon père n'était pas souvent à la maison. Et quand ça m'est arrivé, je savais pas trop, en fait, ce qui était... si c'était bien ou pas. Tout ce qui était consentement, j'avais pas de notion de ça. Mon corps, c'était... vu que tout le monde pouvait le voir, puisque j'avais pas d'intimité, c'était pas quelque chose de privé. Donc, j'arrivais pas à faire la notion, en fait, de consentement, de pudeur. Et donc, quand ça arrivait, vraiment, j'étais démunie, quoi. C'est des choses qui reviennent souvent, de se dire qu'on n'a pas compris ce qui s'était passé. Ouais. Exactement. C'est à l'âge de 19 ans que j'ai compris, justement. Okay. Grâce à un reportage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien passer à la télé ou autre en me disant... C'est important. Hein. Je peux sensibiliser, ça peut aider quelqu'un. Ouais, exactement. Ouais. Oui, moi, c'est la fiction qui m'a aidée, je vais vous raconter. Mais moi, je viens donc de Bretagne, classe moyenne, voilà. Des parents divorcés, je suis l'aînée de mes frères et sœurs. Famille très solaire, très sociale, aucun problème vraiment. Divorce réussi, garde partagée réussie. Et donc moi, j'ai subi les premiers viols de la part d'un oncle quand j'avais 9 ans, avec ma cousine, donc sa propre fille. Toujours, on était toutes les deux. Ça arrivait pendant plusieurs mois, ça a duré presque 2 ans. Et pourtant, j'ai été élevée avec des parents qui nous ont toujours informés sur les dangers extérieurs. Fallait jamais monter dans la voiture d'un inconnu, jamais accepter le bonbon de quelqu'un, jamais. Personne n'avait le droit de nous toucher. C'était vraiment, on était briefés depuis notre plus jeune enfance là-dessus. Et que si un jour quelqu'un nous faisait du mal ou touchait notre corps, il fallait absolument en parler à un adulte. Mais pour moi, le danger venait de l'extérieur. Il pouvait pas venir de la propre famille. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas compris, j'ai pas osé en parler tout de suite.
Mais à 11 ans, je suis tombée du coup sur une série policière en cachette. C'était New York Unité Spéciale. Ah oui, c'est la base. Voilà. Et c'était en fait vraiment mon histoire. Enfin, ce que je vivais avec ma cousine. C'était 2 cousines abusées par un oncle. Et il y avait cette policière, là, l'héroïne de la série, qui venait les sauver. Et du coup, ça mettait fin à toutes ces violences et ces douleurs et tout ça. Et là, j'ai dit, OK, il faut vraiment que je réussisse à en parler, ne serait-ce qu'à ma maman. Alors, du coup, moi, ça arrivait pour la première fois à mes 8 ans. Je me souviens, j'allais à la sieste encore. Donc, il faut savoir, alors, j'ai pas précisé, mais moi, du coup, mes parents étaient séparés. Et donc, c'était mon frère du côté de mon père. Donc, mon demi-frère. OK. Voilà. Et du coup, je partais me coucher et il est rentré dans la chambre. Enfin, parce que pour moi, on toque pas. Enfin, c'est sa chambre aussi. Donc, il est rentré et il a commencé à me toucher. Il m'a dit, chut, ne dis rien, c'est notre petit secret. Il avait quel âge, lui ? Mes souvenirs, 16-17 ans, je crois. OK. En fait, j'étais tétanisée. Je ne savais... Enfin, voilà, c'était vraiment... Ça m'a choquée. Donc, je restais tétanisée. Mon corps est vraiment resté bloqué. Donc, du coup, il a commencé à me toucher mes parties intimes. Et au début, vu que c'était la première fois, il m'a rien demandé de faire. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, un peu tous les jours, en fait, que ce soit à la sieste ou que ce soit le soir, pourtant il y avait des gens dans la chambre, il a commencé à prendre mes mains et du coup à le toucher, et voilà. Waouh. Moi, la première fois, c'était le soir de 25 décembre, fête de famille, Noël en famille chez moi. Et je dors avec ma cousine parce que dès qu'on se voit, on est trop contente de se voir et on dort ensemble dans ma chambre. Et en pleine nuit, je me souviens être réveillée, pareil, par des mains dans la culotte. Pareil, je suis tétanisée, je sais pas ce qui se passe. Je vois, donc c'est son père à elle. Et je fais semblant de dormir parce que j'ai trop peur. Ouais. Et j'attends que ça se termine. Et le lendemain matin, j'avais eu plein de Playmobil à Noël, j'étais trop contente. Et du coup, on déballe tout avec ma cousine pour jouer. Et pendant qu'on est en train d'installer toute la nouvelle maison Playmobil, je dis à ma cousine, au fait, il s'est passé ça cette nuit. Elle dit, bah oui, je sais, moi aussi. Wow. Et on commence à un peu en parler, ça dure 5 minutes. Elle me dit qu'elle, c'est pas la première fois, mais qu'il faut pas le dire parce que c'est son papa. Et elle a que 6 ans, elle a 3 ans de moins que moi. Wow. Et du coup, moi, je l'écoute. Enfin, c'est son papa. Je sais, à ce moment-là, je sais pas que ça va se reproduire derrière. Ouais. Donc, on décide de rien dire. Ça, c'était la première fois. Waouh. Incroyable. Moi, ça a commencé à l'âge de 8 ans. C'était donc un grand-oncle qui était prêtre missionnaire en Afrique. C'est quelqu'un à qui on donnait le bon Dieu sans confession. C'était le moment où on était en plein dans Éthiopie, etc. Enfin, tout le truc où il fallait qu'on vienne en aide. Donc, forcément, c'était quelqu'un qu'on voyait comme un sauveur, etc. Je suis aussi issu d'une famille bretonne. Donc, c'est assez rigolo. Ça, je le partage. Famille où on donnait souvent... Il y avait les aînés qui étaient donnés, en fait, à l'église. Avec nous, dans la famille, c'était souvent des prêtres. Donc, ça fait longtemps qu'il y avait, en fait, des prêtres. Et lui en faisait partie. Et en fait, mon père travaillait à l'époque en Afrique. Il faisait 6 mois dans l'année, donc je le voyais quasiment pas, ce qui m'arrangeait bien, parce qu'il était extrêmement violent. Donc moi, ça me posait pas de problème. Et notamment, il a été au Gabon. Et au Gabon, il y avait ce grand-oncle-là. Et donc, il s'est lié d'amitié avec lui. Et dès qu'il venait en fait en France, il allait le chercher à l'aéroport de Roissy pour le faire dormir. Et ce que j'ai jamais compris, d'ailleurs, moi, dans mon histoire, encore aujourd'hui, c'est que mes parents le faisaient dormir dans ma chambre alors qu'il y avait une chambre d'amis. Ok. Waouh. Et moi, ce que je me souviens bien, en fait, c'était une époque où je faisais de l'énurésie parce que donc c'était des conséquences des violences que mon père m'infligeait, etc. Jusqu'à l'âge de 12 ans, moi, j'ai fait pipi au lit. Et lui, en fait, me faisait venir systématiquement dans son lit. En me disant, attends, je t'expliquais comment ça se passe. Donc, il me présentait ça au début. En plus, il avait une forme de douceur. Moi, ça m'a marqué. J'avais un père extrêmement violent qui hurlait, etc. Et lui, au contraire, c'était l'oncle prêtre, donc plutôt le gars qui s'y prend avec les enfants. Et donc, il me présentait les choses comme une découverte de mon corps, etc. Puis après, très rapidement, ça peut servir à autre chose. Et donc, après, j'ai compris, bien évidemment, que voilà, que je le masturbais, machin. Enfin, puis après, que ça allait jusqu'à me violer, quoi, directement. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce truc-là, ça je m'en rappelle bien, et c'est vrai que ce décryptage-là, pour moi, il a été extrêmement difficile en fait à avoir. C'est-à-dire que j'ai mis quand même du temps après, grâce à la thérapie, etc., pour comprendre ce qui s'était passé, mais c'est vrai que ça m'a troublé. J'ai tout le temps cru d'ailleurs durant mon adolescence que j'étais
que j'étais homo, etc. Alors que j'avais pas d'attirance. Enfin, il y avait un truc bizarre en me disant, mais c'est pas possible. Je me rappelle de trucs à l'école où il y avait des filles qui me disaient, voilà, qui voulaient, c'était le moment où, ouais, mais tiens, voilà, t'es peut-être intéressé, etc. Moi, je partais en courant parce que je savais pas ce qui se passait, c'était hallucinant. Et c'est vrai que c'était dingue, quoi. En fait, après coup, je me dis, c'est incroyable les conséquences que ça a eu, sans me rendre compte. Moi, j'essaye un peu de vivre, comme on dit. Et puis voilà. Waouh. Et par rapport à mes cousins, en fait, j'ai fait une amnésie traumatique pendant les faits, moi, me sont revenus à l'âge de 25 ans. Ouais. Waouh. Et la seule chance que j'ai eue, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'eux ont reconnu les faits. Oh. Là où bien souvent les agresseurs ne reconnaissent pas, eux ont tout, reconnu, ouais. mais en comment dire, en banalisant. Ils ont dit non, c'était un jeu, etc. Donc voilà. C'est pareil que mon oncle. Moi, j'ai eu de la chance dans mon malheur d'avoir été tout de suite entendue par mes parents, crue. Et que mon agresseur qui était en mission en Antarctique, pareil, qui est le héros dans la famille parce qu'il a des missions à droite à gauche et tout ça. Là, il était en Antarctique, il est parti pour 2 ans. Et c'est à ce moment-là que je révèle les faits à ma maman. Et en fait, sa sœur donc, le contacte son mari, donc, qui est l'agresseur, et il avoue les faits. En banalisant aussi, en minimisant un peu, mais en tout cas, il avoue, il dit tout ce qu'Héloïse vous dit est vrai. D'ailleurs, je la remercie de me libérer de ma souffrance. C'était vraiment, lui, la victime aussi dans l'histoire. C'est lui qui souffrait de cette situation-là. Dingue. Mais ouais, en vrai, mais comme tu dis... Donc, il avoue aussi sur sa fille. Il avoue aussi. Oui, il avoue aussi sur sa fille. Ah oui. Ouais. Incroyable. Ok. Je pense que le fait qu'il soit parti en Antarctique et que je sois sûre de ne plus le voir pendant 2 ans, ça m'a aussi redonné confiance sur le fait de pouvoir être en sécurité, de plus pouvoir le croiser et donc de pouvoir prendre le temps de comprendre ce que je vivais, d'en parler à des copines à l'école. Mais à l'école, moi, on a à 10 ans, on connaît pas la sexualité, on connaît pas. Enfin, en fait, j'en avais jamais entendu parler. Bien sûr. Jamais. Et du coup, mes copines non plus. Donc, c'était vraiment quelque chose de d'accord. Enfin, ça s'arrêtait là. Et c'est vraiment la série qui m'a fait comprendre qu'il fallait en parler aux grands, aux adultes. Et du coup, un soir où ma maman venait me dire bonne nuit, comme tous les soirs, elle va pour fermer la porte et s'en aller. Je lui dis attends maman, il faut vraiment que je te dise quelque chose. Elle dit ah bon quoi Et j'avais des très bonnes notes à l'école à cette période-là. Elle disait mais parce que t'as une mauvaise note. Je dis là non c'est pas ça. Elle dit t'es sûre t'as fait une bêtise. Je dis non. Et puis au bout d'un moment je me lance et je lui dis c'est tonton. Voilà, il nous a fait du mal, il nous touche. Elle dit comment ça, il vous touche Et puis là, elle me demande vraiment de décrire les parties du corps où elle nous touche. Et là, je lui dis, puis là, son monde, il s'écroule. C'est horrible. Oui, il y a des pleurs, des hurlements, Puis lui, il est parti, puis c'est le soir, il est 20h30. Et je me rappelle que le lendemain, je vais pas à l'école. Elle appelle tout de suite sa sœur, parce que du coup, j'ai aussi révélé les faits sur ma cousine. Oui. Et puis là, on commençait les problèmes aussi dans la famille. Tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de faire. Du coup, moi, j'en ai parlé pareil que toi. J'ai eu une amnésie traumatique. Donc, en fait, j'avais dans mon cerveau, j'ai décidé que ça s'était pas passé. Enfin, j'avais totalement oublié. Et dans la psychologie, ils disent que quand on a été violé une première fois, on est susceptible d'être violé une deuxième fois, troisième fois. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai subi un viol, du coup, à mes 18 ans. Après ça, et au vu de mes traumas, j'ai changé totalement de comportement avec la sexualité, avec mon corps, avec plein de choses, l'hypersexualisation, enfin, je vous laisse passer les détails. Et en fait, ça m'est revenu à un moment, enfin, en flash. Et en fait, à ce moment-là, avec mes parents, ça allait pas du tout. Et je me souviens, ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, on te reconnaît pas, t'es hyper... Parce que du coup, t'es hyper fermée. Parce qu'en fait, je suis partie de chez mon père à l'âge de 13 ans, en fait, donc, du coup, c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté. Et jusqu'à mes 18 ans, donc, j'étais chez ma mère et son mari, enfin, et mon beau-père, du coup. Et ça allait pas, en fait. Il y avait pas de relation, enfin, pas de confiance. J'étais enfermée dans ma chambre H24. Je parlais pas, je lisais beaucoup, je me souviens. Je faisais de l'anorexie, enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et du coup, elle a pété un câble. Enfin, elle était démunie en disant mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je veux être proche de toi, je veux te parler, mais tu me parles pas. Et quand j'ai eu les flashs, je me souviens, c'était avec mon ex-petit copain. Donc c'était le seul avec qui j'en avais parlé, parce que j'étais obligée dans notre relation. Enfin, il y avait des choses que j'acceptais pas, qui me touchent, etc. Et du coup, je me suis dit ok, il faut que je lui en parle. Mais moi, j'ai pas osé lui en parler face à face. En fait, pour moi, c'était pas possible. Donc je lui ai écrit un message. Et dans le message, en fait,
j'ai dit, voilà, j'ai subi ça de mon frère et tout, du côté de mon papa, pendant tant de temps. C'est pour ça, en fait, en gros, je voulais lui expliquer pourquoi j'étais aussi fermée, pourquoi moi, la famille, c'était pas une notion de sécurité. Enfin, voilà, j'étais vraiment détachée de tout ça. J'étais vraiment détachée de tout ça. Et en fait, dans le message, je lui ai dit, s'il te plaît, je t'en supplie, ne m'appelle pas pour me demander d'en parler en face parce que je vais pas pouvoir. Comme ta maman, en fait, ces messages, je me souviens, c'était un vendredi soir, j'ai envoyé le message, je dormais en pleurant et tout. Et le samedi matin, j'ai été réveillée par des hurlements, Mathilde, viens là et tout. Elle se met à pleurer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà, la culpabilité, je t'ai laissé avec ton père, il s'est passé ça, faut qu'on aille porter plainte, enfin, tout d'un coup. Et moi, je me suis mise à pleurer, à trembler. Je lui ai dit, non, je suis vraiment pas prête. Vraiment, je t'en ai parlé. C'est pas pour justifier quoi que ce soit, c'est pour que tu puisses me comprendre, mais je veux plus qu'on en reparle parce que pour moi c'était très violent parce que les flashs sont arrivés d'un coup en fait. J'étais en train de parler avec mon ex petit copain et il me posait plein de questions en fait. Il me disait mais pourquoi tu veux pas que je te touche, pourquoi tu veux pas que je te fasse un bisou même sur la joue, enfin quand il m'attrapait, enfin c'était horrible. Et en fait à un moment donné les flashs sont arrivés comme ça et je lui ai dit en fait voilà ce que j'ai subi et je peux pas en fait aller plus loin, je peux pas te laisser me toucher et pour moi c'était impossible d'en reparler en fait, même de dire ce qui s'était passé à ma mère. Et donc elle m'a laissé le temps de souffler un peu. Et après ça, on est revenu sur le fait, mais le fait d'en avoir parlé déjà, juste ah ouais, carrément. Mais tu voyais plus ton frère à ce moment-là? Non. Okay. Non, on n'avait plus de contact. Non, à ce moment-là, on n'avait plus de contact. Et donc je lui ai aussi annoncé que j'ai été violée à 18 ans, parce que faut savoir aussi que quand ça s'est passé. Pareil, j'ai pas mis le mot viol tout de suite dessus. Je suis partie, parce que vu que j'avais quand même des traces, je suis partie chez la gynéco et qui m'a dit non mais en fait c'est un viol. Enfin voilà, t'as dit non, tu t'es débattue, il t'a obligé. Et en fait pour moi le mot viol c'était pas possible de le mettre dessus, même pour les abus en fait. Pareil, c'était pas possible. Pour moi c'était de ma faute, c'était moi. Enfin voilà. Ouais, ça rejoint ce que dit Mathilde, c'est-à-dire que moi, la compréhension que j'en avais pendant toute mon adolescence, c'était de me dire que j'avais été responsable et presque consentant de quelque chose. En plus, comme je m'étais pas débattu, j'avais pas crié, etc. Oui. Et en plus, c'était l'époque, moi je me rappelle bien, je vivais en banlieue nord de Paris. C'était l'époque où il y avait des femmes qui se faisaient violer dans le métro, etc., parisien, avec notamment un couteau. Et donc là aussi, il y avait le même discours derrière, il y a des viols, machin, si quelqu'un vient, c'était quelque chose qui était dit à mes sœurs, en fait. Et surtout pas un garçon. Non. Et du coup, en fait, il y a un truc, et puis je comprends pas, en réalité. Et puis comme lui, il me trouble, ça je le comprends après, parce que c'est de l'emprise, etc., en me présentant ça vraiment, bien, si je peux dire, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire, il arrive à... Comme je me débat pas, et puis je savais que j'étais en dissociation, enfin tout le truc que j'apprends après, etc. Voilà. Et du coup, j'en parle tardivement, donc à 19 ans. Et moi, j'ai été marqué, première réaction de ma mère, ça m'a... En fait, moi, j'en parle vraiment par hasard. Mes parents étaient devant un reportage sur France 3 sur la pédophilie, à l'époque, on appelait ça comme ça. Il faut faire attention maintenant, pédocriminalité, voilà. Dans l'église. Et là, j'entends un témoignage, et je me dis... Et je dis comme ça sort de ma bouche tout seul, c'est ce qui m'est arrivé. donc mes parents, mais comment ça? Donc je leur explique ce qui se passait, etc., etc. Et la réaction de ma mère m'a choqué. Je pense que je l'ai mieux comprise là récemment. Ma mère a eu ce mot terrible, elle a dit on s'est fait avoir. Et moi, j'ai pas compris, on s'est fait avoir. Alors, je pense qu'effectivement, ça s'effondrait pour elle. Sauf qu'au moment où moi, je parle de ça, je pensais au moins qu'on allait me prendre... j'étais complètement décontenancé, en réalité. Et j'ai compris bien après, en disant, bien évidemment, il y a un monde qui s'effondre, etc. Il y a tout ce truc, même si, encore une fois, j'ai encore des inconnus. Et puis, donc c'est pareil, ça avance. Donc moi, c'était un moment quand même très très dur pour moi, où je commençais à être un peu en dépression. Moi, j'ai eu surtout beaucoup d'addictions, je fumais énormément de shit, etc. Je fumais jusqu'à 15 joints par jour, c'était du grand n'importe quoi. On m'a mis dans un lycée où on voulait plus des élèves, etc. On m'a dit, de toute façon, t'as tiré à la voie de garage, etc. Et donc j'avais 1h30 de train, donc on fumait des joints pendant 1h30, c'était du grand n'importe quoi. C'était l'époque encore vous avez pas connu, c'était l'époque des trains gris avec les banquettes avant. Si, orange là. Orange. Ouais, oui. Moi ça s'appelle les boîtes de conserve. Je les ai bien connus, celles-là, j'ai été au lycée avec. Et donc j'étais extrêmement mal, et puis finalement j'ai un sursaut, justement, je me dis, j'ai toujours été comme ça un peu, je me dis, faut que j'arrête, sinon je vais faire n'importe quoi avec le shit, machin. Non, puis je commençais un peu à dealer, machin. Et un peu beaucoup. Et puis je sens surtout que je suis extrêmement mal, et j'ai ce réflexe de survie de me dire faut que j'aille voir un psy.
Donc, je vais voir un psy pendant plusieurs années, etc. Et c'est petit à petit, alors que lui insiste en disant, mais vous avez forcément des souvenirs d'enfance. Moi, j'arrête pas de dire, mais non, j'ai pas de souvenirs. J'avais un père extrêmement violent, ce que je disais, donc j'ai aucun souvenir d'enfance. Et en insistant, je lui dis, bah, écoutez, ouais, ok, on a une maison familiale du côté d'Angers, etc. Et je me rappelle, effectivement, à un moment donné, il y avait une répétition théâtrale, les spectacles d'enfants, là, qu'on fait quasiment tous à un moment donné, je pense, voilà, en famille. Et je dis, bah voilà, j'étais avec mes 2 cousins, l'aîné avait 15 ans, moi j'avais 12 ans, et le cadet, on avait 13. Et le plus grand, en fait, dit, évidemment, tu verras ce que je te ferai. Je vais te montrer ce que je te ferais si t'étais une femme. Et du coup, il me saute dessus, et les faits me reviennent comme ça. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que j'en parle à mon psy, le psy dit c'est un viol. Moi, je me rappellerai tout le temps. Après, j'ai eu un silence, je fais c'est un viol. Alors que moi, je présente ça comme un jeu, ça m'a vachement heurté. Puis il me dit, vous devez en parler à vos parents. J'en parle à ma mère a dit non, tu connais la violence de ton père, machin, etc. Faut surtout pas en parler en famille, etc. Et donc pendant 1 an, ma mère en parle pas. Et là, je pars dans des délires incroyables où en plus je jouais un peu à l'époque comme j'étais. Enfin, je pouvais jouer un peu avec des cachetons, des machins, enfin pas d'ecstasy ou autre, mais bon bref, j'étais un peu, puis de l'alcool, machin, c'est hyper mal quoi. Je partais vraiment en descente aux enfers quoi. Et grâce à ma compagne de l'époque, un jour, elle appelle ma mère et mon père, elle dit mais c'est pas pu durer, vous vous rendez pas compte dans quel état il est, machin, rien. Et soi-disant, mon père, qui était un mec extrêmement violent, machin, en fait, il fait quasiment rien. Mes cousins reconnaissent les faits, c'est banalisé en disant ouais, mais c'est bon, c'était du touche-pipi, comme si en fait violer, alors qu'ils m'ont imposé une fellation, etc., comme si ça pouvait être du touche-pipi. Et en fait, tout est banalisé par la famille, et je suis éjecté. Et donc j'ai connu, et je le sais encore aujourd'hui, moi, dès qu'on arrive sur la fin d'année, Noël, machin, pour moi c'est insupportable, parce que j'ai été viré de la famille pendant 2 Noëls. Donc encore maintenant, à chaque fois je fais, bon, faut faire autre chose peut-être à ce moment-là. Et bref, voilà. C'est classique ça, hein. C'est la victime toujours qui est exclue de la famille. Toujours, soit qui s'exclue, soit qui est exclue. 9 fois sur 10, c'est ce que disent les chiffres aujourd'hui. Moi, il y a eu 2 camps dans la famille. Il y a eu ceux qui voulaient bien porter plainte, et puis ceux qui refusaient parce qu'il fallait quand même pas détruire la famille. Le couple, déjà, oncle-tante, qui avait 2 filles à l'époque. Moi, je me rappelle, moi, ce qui a été un des trucs là, qui a été le plus violent, c'est le lendemain, quand j'ai ma tante au téléphone et que je lui dis, bah oui, ma cousine, donc ta fille, elle subit ça aussi. Elle est en larmes, et puis elle me demande si elle peut rester mariée avec son mari, parce que si elle le quitte, les filles n'auront plus de papa. Et moi, j'ai 12 ans à cette époque-là, à peine, j'ai 11 ans et demi. Je dis, bah non, reste mariée avec lui. Sinon, les filles, elles n'auront plus de papa. Quoi. Hallucinant. Et après, au procès, c'est tout ça, c'est, bah oui, mais attends, mais à l'époque, tu voulais pas qu'il quitte la famille. C'est toi aussi qui a dit que tu voulais bien qu'il reste, le papa des filles, qui reste marié. Donc, en fait, ça, c'est des reproches. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai 27 ans, évidemment qu'on ne demande pas ça à un enfant. Et puis, la question se pose même pas. Et moi, c'est pareil. C'est quand j'ai grandi, quand je suis devenue... une femme, quand j'ai eu mon premier petit copain à 17 ans, 18 ans, j'ai compris aussi pas mal de choses sur la gravité, en tout cas, des violences, et puis aussi de la réaction de la famille. Je me sentais pas coupable, moi, de ce que j'avais vécu. Par contre, j'avais honte, je me détestais, je détestais mon corps. D'ailleurs, une fois que j'ai tout annoncé, tout révélé à mes parents, pareil, j'ai sombré dans l'anorexie pendant plusieurs années. J'ai les allers-retours à l'hôpital, la thérapie forcée de par les troubles comportement alimentaires. Mais en vrai, comme on n'en parlait jamais à l'école, j'ai jamais eu de cours là-dessus, j'ai jamais eu d'infos, j'avais jamais vu de reportages. Il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux quand j'étais au collège-lycée. Du coup, j'étais pas informée comme ça. Moi, je me suis juste guidée par les informations que mes parents me donnaient concernant la procédure et l'avancée de l'enquête, tout ça. Après, à 16 ans, il y a le procès. Là, c'est limite pire, en fait, que tout, parce que je suis face à cet oncle-là. Quasiment toute ma famille, tout le monde a un avocat différent. Tout le monde s'est parti partie civile. Tout le monde s'est porté partie civile. Et personne n'est d'accord avec la peine. Il refuse qu'il soit traité comme un pédocriminel. Non, ça n'a pas été un viol non plus, parce qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'étranglement, de hurlement, de couteau. Enfin, en fait, tout est minimisé. Et on est très peu finalement à vouloir qu'il aille en prison, qu'il soit puni.
Et au final, moi, j'ai pas la même aussi carapace que maintenant et j'ai pas le même comportement. Et du coup, je me tais et je dis rien et je veux surtout pas faire d'embrouille dans la famille. Donc, L'horreur. je laisse parler en fait les adultes. Et on apprend quelques jours après qu'il a donc que seulement 18 mois de prison avec sursis en peine et 3 000 € de dédommagement pour sa fille, ma cousine et pour moi. Et quand je reçois le virement, je leur dis merci quoi, pour 3 000 balles parce que j'ai pas d'argent à cette époque-là. Et puis eux, c'est quand même une grosse somme, donc il faut que je leur dise merci de m'avoir fait ce virement-là. Dingue. L'inversion. Ouais. Incroyable. Et puis après, c'est à 19-20 ans. Là, vraiment, c'est l'élément déclencheur aussi de ma prise de parole de récente. C'est en fait, je suis invitée donc, à une fête de famille comme tous les ans. Et là, j'apprends qu'il va être invité aussi. Et on m'a pas prévenu. Mais non. Oh. Et là, je demande à mes grands-parents, mais il va venir. Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il était invité ? Et là, la femme de mon grand-père me sort « Oh, mais t'es toujours bloquée là-dessus, faut vraiment passer à autre chose. » Waouh. Et là, c'est vraiment c'est mon déclic à moi qui me fait comprendre que il faut que je parte. J'ai pas envie d'être confrontée à lui. Et un par un, quasiment, à tous les membres de ma famille, je leur demande de faire un choix. Maintenant, vous allez l'inviter lui ou moi. Et personne ne fait de choix. Personne me dit « Ah bah non, ce sera que lui ou ce sera que moi. » On peut pas faire ça. J'ai vécu la même chose. Fille, mais en même temps, mais lui, tu te rends compte, c'est le mari de un tel et c'est le papa des filles. Parce qu'il a refait une petite fille aussi derrière qui a actuellement 10 ans. Et puis il est toujours en liberté. Et puis voilà, moi je suis coupée de cette famille-là maintenant, donc j'espère qu'elle va bien, mais je suis très très inquiète. Et du coup, c'est moi qui ai pris la décision de ne plus venir aux fêtes de famille. Donc pareil, les Noëls, les anniversaires, les fêtes de mariage, je n'y vais plus du tout. Enfin, parce que moi, quand j'ai eu les flashs, etc., pareil, j'ai pris la parole. J'avais parlé de cette histoire-là sur les réseaux. Alors, je parlais de ça donc le hashtag MeToo sur Twitter à l'époque. C'était vraiment pour libérer la parole, en fait. Donc, quand j'en ai parlé, ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, quelques temps après, il a assumé, en fait, il a reconnu les faits. Et il y a toujours ce côté de soulagement quand même quand on reconnaît, parce que bon, même si je savais que je disais la vérité, etc. Mais c'est vrai que quand la personne qui t'a fait du mal reconnaît ce qu'elle t'a fait, à ce moment-là, moi, ça a été un déchirement total, parce que comment il me l'a annoncé, quand il a reconnu, il m'a demandé pardon, etc. Mais c'était en disant, à l'époque, tu me comprends, je sais plus ce qui m'avait sorti exactement dans le message, mais à l'époque, tu me comprends, j'étais jeune, du coup, il venait se justifier alors qu'il venait me demander pardon. Ouais. Et donc, je me souviens de ce jour-là. J'étais au travail, en réunion, et j'ai demandé à rentrer chez moi parce que je pouvais plus. J'ai pété un câble, des pleurs et tout le tralala. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça en se disant, juste avec un pardon. Ça suffit pas. C'est pas possible. On a eu quand même une discussion parce que du coup, j'ai laissé le temps. Des mois coulés et tout. Et je me suis dit, il serait temps que je puisse confronter en fait cette personne-là, mon frère, du coup, face à face. Avec quel âge à ce moment-là ? 21 ans. Ouais, un truc comme ça, 21. Ouais, 21, 22. Et du coup, on a échangé. Et en fait, j'avais tellement de haine dans mon cœur. J'étais tellement... j'étais submergée par de la haine, de la rancune, tout ce qu'on veut, de la tristesse, de la colère. T'as été portée plainte, toi, ou... Alors, quand ça s'est passé... quand je l'ai annoncé à ma mère, on s'est renseigné, parce qu'au début, je voulais pas du tout. Je me voyais pas aller devant le tribunal. Et en plus, quand je voyais les plaintes classées sans suite, ça m'a totalement découragée. Et du coup, on est quand même parti au commissariat. Et vu que ça remontait à très longtemps, donc c'était ma parole contre la sienne, et il y avait trop de trucs, et je me suis dit, je m'en sens pas capable. Okay. Donc j'ai pas poursuivi le truc. Mais il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu... Non. De la famille, oui, peut-être, mais pas juridiquement parlant. Alors après, dans ma famille, on le voit pas spécialement, parce que il se déplace beaucoup, il a un métier où il bouge. Et donc, ce qui fait qu'on a vraiment pas de contact direct. Mais il serait toujours invité s'il était là. Je pense, mais vu que mes parents sont séparés, mon père, t'as quand même cette oui. deux sœurs familiales. Ton père d'un côté, là. C'est ça, voilà. Alors mon père, il est resté silencieux, parce qu'en fait, le truc c'est qu'il l'a appris, parce que quand j'en ai parlé à ma mère, je n'ai pas parlé à mon père directement, et en fait, il l'a appris sur les réseaux sociaux, avec le MeToo.
Donc ça a été compliqué. Et en fait, il me l'a pas dit tout de suite parce que en fait, je me souviens le tweet que j'avais fait, ça avait fait des milliers de de vues, de partages, de j'aime, tout ça. Et je me souviens, il y a des journaux qui m'ont contacté. Okay. Et donc je crois que j'ai pris la parole et il a appris comme ça. Et en fait, il m'a rien dit. Et moi, je me suis dit, il fallait que j'aille lui en parler. Donc, j'avais décidé de prendre... Enfin, je lui avais demandé à ce qu'on se voie, etc. Et finalement, il y a eu le Covid. Parce que donc, c'était vraiment plus tard avec mon père. Hein. C'était pas tout de suite. Ouais, j'avais trop peur de sa réaction. C'était son fils directement. C'était l'aîné. C'est vraiment l'aîné de la famille. Ouais. Et en fait, un jour, on s'est disputé. Et il me l'a ressorti. Il m'a dit, il m'a dit, le fait que je m'en voudrais toute ma vie parce que je t'ai pas protégée. Et aujourd'hui, je m'en veux, quoi. Et tu m'en as pas parlé directement et je te comprends. Mais sache que je l'ai encore dans le cœur, quoi. Mais il a pas... Enfin, parce que chez moi, les sentiments, les émotions, ça s'exprime pas vraiment. Non, même au-delà de ça, quand on est une fille, parler de la sexualité avec son papa... Déjà, moi, c'est pareil, je l'ai annoncé à ma maman. Oui, j'envisageais même pas de le dire à mon père, pas parce que je l'aime moins ou quoi, ça n'a rien à voir, c'est juste en tant que fille. C'est ça, en tout cas, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais parler de ça avec son papa, pour moi, c'était pas envisageable. Alors qu'il y avait pas de tabou sur la sexualité dans la famille, c'est juste, je me sentais pas à l'aise, c'est ça. Pas à l'aise. Exactement. Mais en fait, du coup, mon père, on n'a jamais encore eu cette conversation. On en a parlé un peu au téléphone, mais cette conversation, on se pose. On n'a jamais eu j'ai pas encore eu le cadre où j'étais avec mon frère et mon père à côté. Enfin, voilà. Et tu sais pas quelle réaction il a eu par rapport à ton frère? Directement, non. Je l'ai pas su. Non, il m'en a même pas parlé. C'est intéressant. Ouais, non. Sur ça, très fermé. Chez nous, pas d'émotion, pas de sentiments. Enfin, c'est fou, j'ai jamais vu toutes les histoires se ressemblent. Quand l'agresseur fait partie de la famille, c'est compliqué. Hein. Oui, parce qu'en plus, il y a un réflexe de clan qui vise à se dire comment est-ce qu'on va préserver quand même les choses, etc. On en a que la famille, etc. Donc on essaie de faire taire la victime. Exactement. Ouais. Moi, j'en ai pas parlé dans le détail ou quoi que ce soit à ma mère ou à mon père, déjà parce que je pense que la stratégie des agresseurs, ils savaient très bien que j'ai été fâché avec mon père ou quoi que ce soit. On a toujours été, d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai eu des flashs, moi, qui me sont revenus bien après. J'ai très souvent parlé. En fait, j'ai été tellement zébulon à l'école qu'au bout d'un moment, on m'a même amené dans un CMPP. Et je me souviens, donc un centre médico-psychologique et pédagogique. Et donc, on m'amène dans ce CMPP et en fait, les faits me sont revenus il y a 3-4 ans. Ah oui, d'accord. Ok. Et j'en parle à ma mère. Alors, j'avais plus de lien. Moi, j'ai tout coupé. J'ai coupé les ponts, etc. Même avec mes sœurs. Là, je commence à les revoir. Je pourrais revenir dessus, mais... Et les faits me reviennent, j'en parle à ma mère en disant mais tu m'as amené dans un CMPP, tu m'as dit pourtant j'avais vu personne, etc. Ouais. Moi j'ai un truc qui revient, elle me dit oh non, je sais plus, ou vaguement, etc. Et moi en fait les souvenirs reviennent tellement, ça fait flipper la mémoire traumatique. Oui. Et j'arrive à identifier le lieu en disant c'est un CMPP à Aubonne. Donc j'ai ma mère, est-ce que c'est le CMPP d'Aubonne? Ouais, peut-être pas. Du coup, comme elle me dit peut-être pas, moi ce que je fais, j'appelle à un moment donné parce que ça me perturbe tellement. Et la personne, en fait, me rappelle après en disant on a retrouvé votre dossier. Le truc complètement hallucinant. Donc j'y vais, quoi. Et là, je trouve en fait les notes, on remet les notes que j'ai ramenées avec moi. De l'époque. Où le psychiatre pédopsie que je rencontre à l'époque, au lieu de dire, il savait qu'il y avait des violences avec mon père, mais lui, il parlait pas de violence, mais il parlait de conflit, alors même que j'étais, des fois, j'étais en sang, quoi. Ah ouais. Truc de dingue, c'est-à-dire qu'en fait, je parlais, en fait, tout simplement. Lui, il a pris des notes, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc c'est hallucinant, donc c'est pour ça. Et moi, dans ce contexte-là, forcément, j'ai même pas parlé des violences sexuelles ou quoi que ce soit. À partir du moment où, dès le début, t'as personne qui réagit derrière, tu fais rien, quoi. Non, c'est clair. Moi, vraiment, je l'ai tué et le seul réflexe que j'ai eu, en fait, et ça me tient à cœur quand même par rapport à mes sœurs. Mes sœurs, pour moi, d'emblée, je sais pour moi, elles étaient victimes aussi de la violence de mon père. Moi, je dis que c'est ça, pour moi, le départ. Et je leur ai dit, un jour, vous comprendrez que vous êtes victime. Il n'y a pas très longtemps, le 4 octobre dernier, j'ai sorti un livre. Et il y a eu un événement signature, machin truc, là, dans une librairie, peu importe, librairie de Paris. Et à la fin de la séance de dédicace, il y a ma grande sœur qui est venue. Waouh. Et je l'ai serrée dans mes bras, en me disant, mais je t'aime. Oui. Tout simplement. La vie, elle est comme ça. Et j'ai repris contact avec ma sœur qui est dans le sud, aussi ma petite sœur. Parce que donc moi, je suis le milieu, j'aurais pu le dire tout à l'heure, j'ai 2 sœurs.
Et pareil, de manière simple, et je lui ai dit, voilà, puis elles ont compris, je pense, grâce au livre, même ça a été extrêmement violent pour elles, parce que ça aussi, pour moi, ça fait partie des choses qui sont à traiter. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a nous en tant que victimes, et puis, il y a toutes les conséquences qu'il y a autour sur l'environnement, et y compris, moi, je trouve que les enfants, c'est-à-dire qu'à la limite, qu'il y a un positionnement clair. On le sait que par rapport à la loi, il y a la question de la dénonciation de crimes, etc. Machin. Donc ça, limite, c'est bordé. Il y a une question d'emprise quand même aussi. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, sur ton oncle, et même la réaction finalement de sa femme, etc. Même aussi surprenante sur la tête. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que lui, il agit. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il y a personne qui... Toi, comme moi, le prêtre, il savait très bien qu'il n'y avait pas de problème, en fait. Et tout le monde, quelque part, après, a réussi à me dire... Oui, mais on savait qu'il aimait bien les petits garçons. Et en même temps, on lui donnait quand même ce rôle de mec super important, trop bien, etc. Enfin, un truc complètement dingue. Mais parce qu'un agresseur arrive toujours à ses fins. Et puis, ils choisissent bien leurs victimes aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je te dis, la violence de mon père a été connue et lui, il a dû se dire... c'est la bonne preuve. C'est ça. Bien sûr. Moi, je savais pas pourquoi c'était tombé sur moi. Déjà, je pensais être la seule au monde à vivre ça. Et c'était tombé sur moi, voilà. En fait, pas du tout, malheureusement, c'est hyper banal. Et c'est que l'année dernière, ça fait donc 10 ans que j'ai plus de contact du tout avec cette partie de la famille, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, je suis la sœur de cet oncle-là. Et il m'a violé toute mon enfance et toute mon adolescence. Et j'ai appris ce qu'il t'avait fait. » Et en fait, elle s'en veut énormément parce qu'elle se dit que si à l'époque on l'avait cru et si elle avait porté plainte, peut-être que du coup, j'aurais jamais été victime et puis ma cousine non plus. Donc on a vachement échangé et en fait, il y a trop de trucs qui se sont mis en place aussi, des choses que je savais pas. Et notamment un vocal que j'ai reçu, donc enregistré par cet oncle-là, où il dit clairement à la fin que de toute façon, on était les plus jolies, et ma cousine et moi, qu'on était les plus mignonnes, les plus dociles, les plus studieuses, on n'allait pas faire d'embrouille, on n'allait pas semer la zizanie, on était sages. Pour moi, il fallait toujours écouter les adultes. C'était... oui, bien sûr. C'était Moi, c'est ce qu'on la façon de faire pour être gentil. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'il nous a choisis. Il savait qu'on n'allait pas faire d'histoire, qu'on n'allait pas répéter, qu'on allait se taire et que c'était... Ouais, c'était du pain béni, comme tu dis, pour lui. On n'avait pas le caractère d'aller à l'encontre, en fait, des adultes. En fait, moi, je dirais pas que j'ai été bien choisie. Enfin, pour moi, ça m'est tombé dessus, comme ça. Enfin, il n'y avait pas forcément de raison. Après, le fait peut-être qu'on soit tous enfermés dans une chambre, je ne sais combien, qu'on n'avait pas d'intimité. Et puis, peut-être, je pense aussi le fait que j'en ai pas parlé directement. Enfin, moi, après, j'avais une relation assez proche avec mon frère. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Il s'est peut-être dit que, finalement, je parlerai pas parce que... vu que c'était lui qui s'occupait de nous et mon père était très souvent au travail, il n'était pas trop à la maison. Donc je pense que ouais. Mais sinon, il n'y avait pas forcément de critères, entre guillemets. Enfin, je ne voyais pas forcément quelque chose qui ferait qu'il m'ait choisi, moi, comme cible, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, par rapport à mes deux cousins, donc avec l'amnésie traumatique que j'ai faite totale, etc., c'était des cousins en plus où je partais en vacances avec eux. C'est-à-dire qu'eux ont perdu leur père. Moi, ce qui était complètement dingue, c'est que leur père décède. Et 6 mois avant son décès, déjà, cet homme-là, j'étais assez proche de lui et il m'emmenait, en fait, il me sortait, en fait, du cocon familial en me disant, voilà, et donc je bossais avec lui, etc. Bon, bref. Et je me rappellerai toute ma vie, un repas de famille, à un moment donné, il dit qu'il avait été agressé sexuellement, en fait, par le même... il était complètement ivre. Et puis, tout le monde lui dit, comme dans Festen. Arrête de dire des conneries, machin, etc. Donc le truc est tu. Et 6 mois plus tard, alors que moi je travaillais avec lui, je me rappellerai toute ma vie. J'avais 13-14 ans. Je le vois avec des yeux. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, tonton il va pas bien, il y a un problème. Le lendemain, en fait, il s'immole. Le truc qui m'a choqué, etc. Ah ouais, il s'est suicidé. Les deux frères de ma mère se sont suicidés. Il y a un truc. Je suis pas sûr, mais il y a un truc. Et du coup, mes cousins, eux, il y a eu cette relation d'emprise, c'est-à-dire c'était les aînés. Et comme en plus ils avaient eu la mort de leur père, en fait, il n'y avait pas d'espace pour parler. Et donc je partais avec eux en vacances, etc. C'est pour ça que d'autant plus quand j'ai parlé, ils ont fait « Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes, machin, tu vois bien que c'était juste du touche-pipi, parce que tu partais avec eux en vacances, c'était pas grave. » Donc la famille, elle a complètement bugué, et eux, en fait, c'était vraiment leur version, quoi.
toujours pareil, la stratégie des agresseurs, et il n'y a pas de problème, en fait. Donc, bref, c'est comme ça que les choses sont passées. Ouais, c'est vrai que tous les trois, on a eu une période d'autodestruction bien marquée, quoi. Oui, moi, ça a été l'anorexie extrême. J'ai fini à 37 kilos pour ma taille, avec une obsession. Enfin, je veux dire, ça, dans ma tête, il y avait que ça. Ouais. Et je me trouvais grosse et je m'aimais pas. Et vraiment, je m'éteignais à petit feu. Je sentais que je m'épuisais jusqu'au jour où j'ai compris que j'allais vraiment mourir. Genre, c'était si je remangeais pas, si je me reprenais pas en main, j'allais mourir. Et de comprendre ça, de voir mes parents ne plus savoir quoi faire, et puis c'était aussi terrible pour eux de pas pouvoir m'aider. J'ai eu aussi ce déclic-là de pas vouloir mourir. Moi, mon rêve, c'était d'avoir des enfants, c'était de devenir comédienne, donc j'avais aussi ces rêves-là, et je voulais pas passer à côté de ça dans ma vie. Donc petit à petit, je me suis reprise en main. Il y a eu la thérapie aussi sûrement qui m'a aidée. J'ai très peu de souvenirs de toutes ces séances, mais je sais que ça a duré quasiment 9 ans. Mais pourtant, j'ai pas trop de séances, enfin de souvenirs de tous les rendez-vous avec le psy. Ouais, non. Quand je mangeais pas, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas en moi. Je savais que j'aimais pas mon corps. Je savais que chaque partie de mon corps, je le détestais. Vraiment. Et puis, c'était aussi, je pense, inconsciemment, enfin, je l'ai compris il y a pas longtemps, mais peut-être une façon de me dire que s'il n'y a plus rien sur ma peau, il n'y aura plus rien à toucher. Donc, en fait, je vais me protéger comme ça. Bah oui. Et après, par contre, il y a eu l'effet inverse. Il y a eu le procès et pendant toute cette période-là de procès, ça a été l'inverse. Ça a été la boulimie, les crises de sucre. Et moi, vous avez sombré dans la drogue, moi, j'ai sombré dans le sucre. Enfin, c'était... Non, mais vraiment, c'était... On a sombré. C'était, je me détruisais dans l'autre sens. Et j'ai aussi entendu des témoignages et puis des psychologues expliquaient que le fait aussi de manger trop et de grossir, c'était aussi une carapace. Oui, c'est ça, camoufler les émotions. Je me crée une carapace de peau. Exactement. Mais c'était compliqué. Moi, après pour l'anorexie, c'était la même chose. Mais moi, en fait, comme toi un peu, je voulais plus qu'on me regarde. Donc du coup, mon corps, c'était plus mon corps. Enfin, vraiment, je faisais une dissociation terrible par rapport à mon corps et moi. Mais par contre, je savais pas pourquoi, parce que vu que j'avais été en amnésie traumatique, je savais qu'il m'était arrivé un truc, mais donc j'étais comme ça, je savais pas trop expliquer pourquoi. Dans ma carapace aussi, comme toi, je me souviens que je lisais beaucoup parce que ça me permettait de pouvoir imaginer des histoires, l'eau de rose. Tu t'évadais. Je m'évadais, et j'étais très renfermée sur moi-même. Et quand j'ai subi le viol à 18 ans, ça paraît le contraire. Et moi, du coup, j'ai sombré dans l'alcool, la drogue, parce que je voulais en fait oublier tous ces souvenirs qui ressurgeaient, surtout le viol, du coup. Pour moi, l'alcool, c'était quelque chose qui me faisait oublier un temps, tout ce que j'avais vécu. Et donc, j'étais obnubilée par ça. Tous les jours, je buvais, que ce soit, pas forcément le matin. Enfin, au lycée, je commençais déjà à boire. Et après, c'était tous les soirs. J'avais la bouteille du Jack avec le coca. C'était vraiment... c'était terrible. Je pouvais pas m'arrêter. Pour moi, je pouvais pas rester une journée sans boire. Je fumais beaucoup. Donc, je fumais des cigarettes et aussi de la drogue. Donc, de la beuh, du shit. J'ai pris toutes sortes de drogues. Je faisais les ballons aussi. Enfin, vraiment, en fait, je voulais me détruire. Parce que pour moi, c'était un enfer de vivre dans mon corps. Je subissais ma vie, je la vivais pas. Je souffrais, en fait. Et je me souviens que j'ai dit à ma mère, mais pourquoi je suis née ? Enfin, vraiment, pourquoi tu m'as fait naître, en fait ? Je comprends pas. Parce que, je suis là, je souffre. Et en plus, quand j'étais anorexique, il y a le harcèlement scolaire qui arrivait aussi. Exactement pareil. Voilà, c'était un tout, en fait, pour moi. C'était pas possible de vivre avec ça. Psy, j'en avais vu un. J'avais vu un psy, mais qu'une fois. Et après, vu que autour de moi, c'était mais les psys, c'est pour les fous. C'est ça. Enfin, tu vas pas aller chez les psys, c'est n'importe quoi. Donc, vraiment, je me suis dit, j'avais pas de problème forcément, en fait. Donc, je camouflais tout ça avec, je mettais beaucoup de choses larges, etc., pour pas qu'on voit ma peau, qu'on me regarde. Et quand j'ai été violée, alors là, des bandades, enfin, vraiment, c'était plus moi. Alors, je m'habillais, enfin, j'étais hyper dans l'hypersexualisation. Je montrais, là, mon corps. Et en fait, je me suis dit, parce qu'il y avait beaucoup ce truc-là, en fait... l'habit appelle le viol ou la façon dont t'es habillée, etc. Et je me suis dit, autant que... Enfin, c'est déjà fait. Alors, vraiment, j'étais dans un truc...
pour moi, en fait, moi, je le vis pas comme une autodestruction. Je dirais que j'ai eu des pensées suicidaires. Okay. Et je pense que, et c'est la compréhension que j'en ai maintenant, que l'alcool, la drogue, je vais revenir sur la question de la drogue quand même, ça m'a permis de vivre, en fait. C'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que ça m'a permis de m'évader, etc. Et le seul bémol que j'ai, moi, systématiquement, moi, je suis en hyper-vigilance d'une forme de lien de dépendance avec qui que ce soit. J'ai ce que les psys disent, une forme de pathologie du lien. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui peut venir, au bout d'un moment, prendre un peu l'ascendant sur moi, c'est-à-dire que je peux consommer beaucoup, par exemple, et ça m'est arrivé récemment, parce que j'étais dans les trucs avec l'église, etc. C'est tellement violent, enfin, quand je dis ça peut être en 15 minutes une bouteille de gin, quoi. Un truc, et sans que ça me fasse en fait dingue, avec une résistance, quoi. Pas le truc, on est breton, machin, que ça, on est d'accord. Mais le côté vraiment dingue de me remettre en dissociation, comme si j'en avais besoin pour me dire, bon, allez, je vais pouvoir supporter un truc là, sinon je me fous en l'air. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ce qui m'a aidé, d'ailleurs, de comprendre les choses comme ça, en fait, c'est le psychiatre que j'ai rencontré à l'âge de 19 ans. C'est-à-dire, j'arrivais avec des cachetons, et en plus, moi, je jouais du coup un peu avec les cachetons, je prenais un peu plus, etc. Puis un jour, je lui dis, je peux avoir mon ordonnance? Ah ouais. Et là, il me dit, pourquoi? Je suis dépressif. Et il me dit, mais pas du tout. Je dis, bah si, je suis dépressif. Il me dit, mais non, en fait, votre réaction, elle est normale, là. C'est-à-dire que si vous ne réagissez pas, il y aurait un problème. Oui, là, Faut faire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. Mais je suis en train de dire qu'on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'addictologues, etc., qui changent là-dessus. Moi, j'ai été récemment en Guyane. Il y a un addictologue qui me dit, mais depuis, en fait, qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, des études là, sur les questions d'inceste, etc., nous, on a commencé à chiffrer le nombre de personnes parmi nos patients qui étaient victimes. Alors qu'avant, c'était maltraitance dans l'enfance, négligence, etc., etc. Et ben, eux, ils se sont rendus compte, à Cayenne, que 40% des patients ont été victimes en fait de violences sexuelles, et ils prennent des trucs de dingue forcément. Enfin, en plus en Guyane, je passe même pas les détails de ce qui peut se passer à travers, il y a le Brésil à côté et autres, il y a le cartel de la drogue, machin. Hallucinant quand même, 40% quand même, dingue. C'est-à-dire c'est une question de santé publique majeure, et la seule chose qu'on fait, c'est quoi? Au bout d'un moment, comme ils prennent en plus des drogues qui sont pas autorisées, éventuellement on les met en tôle, etc. ou autre, alors qu'en réalité, c'est des 40%, c'est des victimes d'inceste. Ils veulent vivre, et donc ils cherchent le kiff en fait d'une certaine manière. Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir une pulsion de vie à travers ce truc-là? Alors bien sûr, c'est peut-être pas adapté, mais en même temps, faut voir aussi ce que la vie leur a présenté avant. Donc il y a quand même ce truc-là qui est quand même. Et moi, ça m'a marqué. Je pense que, bien sûr, faut être vigilant. Je le redis, c'est-à-dire que les addictions, c'est hyper dangereux, machin. Mais quand même, faut avoir une compréhension qui vient pas culpabiliser à mon sens, ou qui vise à dire, ouais, de toute façon, tu veux te foutre en l'air, etc. Moi, on me l'a souvent dit. Oui, je comprends totalement ce que tu dis. Le fait de se sentir bien grâce à un produit, une substance, 3 tablettes de chocolat en 10 minutes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, exactement. C'est juste, tu te sens bien. Et du coup, c'est vrai que tu t'échappes aussi de tes problèmes, et puis t'as un soulagement. Et oui, c'est pas la solution, parce que pour le corps et la santé, évidemment, ça va poser problème. Mais pour le mental et pour le ressenti intérieur, ça fait du bien. Et c'est pas possible d'entendre... de dire aux victimes, en plus t'as été victime, et puis en plus tu veux te foutre en l'air, et puis en plus... Non, je pense que c'est pas possible. C'est souvent ce qui se passe. Mais c'est toujours ce qui se passe. Tablettes de chocolat, les tablettes de chocolat, tu vois une personne manger 3 tablettes, et te dire, elle en a besoin, machin, etc., et tu vas pas la tacler, tu vas dire, ah là là, regarde un peu, ça va avoir un impact sur ton poids, machin, surtout pour ça a vous, été mesdames. ma vie depuis 10 ans, je suis victime de grossophobie dans plein de moments où j'ai été exposée, sans savoir l'histoire derrière. Et tout. Et il y a quelques fois où j'étais en terrasse en train de manger une pizza et tout, et derrière je recevais des messages sur Instagram ou à l'époque Twitter, tu vas pas arranger ton cas. C'est que des trucs comme ça, et en fait c'est des gens qui savent même pas ce qu'il y a derrière. Oui, non mais oui. Et même peu importe, c'est horrible. Non, oui, carrément. C'est horrible. Carrément. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me protège aussi vachement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en plus, maintenant, je suis maman, donc je vais protéger ma fille, bientôt mon fils, le plus possible de tout ça. Super. Mais il y a clairement un truc à changer dans la société. Et ça fait des années qu'on en parle, et ça fait des années que l'inceste et les agressions sexuelles existent. Bien sûr. Vraiment depuis la nuit des temps. Et mais quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce qu'on va inverser le truc, le système, on va enfin protéger les enfants, bien sûr. les victimes. Mais ça va devenir une priorité. Bah oui. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Plus on témoignera, et plus... pour en parler. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que
les gens disent qu'il y en a de plus en plus. Non, c'est que Non. la parole a été, Bien sûr. a été libérée aujourd'hui et qu'on peut, on peut Oui, en puis il y parler a plus aussi une facilement. Quoi. médiatisation. Oui, Parce que ça a beaucoup aujourd'hui, aidé, ça. là, on a invité à en parler. Ouais. Je pense pas qu'il y a 15 ans, Non, ça aurait été jamais pas de si la simple. vie. Et il y a 50 ans, même pas en rêve. C'est la culture de la pédocriminalité, culture de l'inceste, culture du viol dans cette société. Ouais, c'est ça, oui. Et aujourd'hui, c'est encore la victime qui a tout le poids. Et d'ailleurs, on peut partager quand même ici, on voit bien que même quand il y a un spot qui est fait par le gouvernement là-dessus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit... Alors c'est bien, on se dit tous oui, c'est bien, on parle du mot inceste comme si on découvrait le mot inceste. D'ailleurs, on Ouais. voit Oui, il y en a trop- plein on voit qui pas- savent pas Ouais, ce que il y ça en a veut plein qui dire. savent derrière. pas. Alors là... Et surtout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une petite fille qui est derrière une vitre et qui regarde, on imagine que c'est l'incesteur qui rentre. Et là, on Ouais. se dit, le message qu'on envoie, c'est il faut aider cette petite fille en fait à sortir du... Et en fait, on se dit, mais en fait... Pourquoi il rentre ? Non, mais J'ai au-delà pas. de ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va faire reposer le poids sur les Sur la épaules de cette petite- petite bah fille oui. Exactement. alors que la plupart des enfants parlent, on n'est pas capable de les protéger. Pourquoi est-ce qu'on ne renvoie pas un Exactement. message en disant protégeons les enfants ? Bah oui, C'est ça. Et carrément. donc, on est sans cesse dans cette culture-là. Mm. Et puis, on en revient à la tablette de chocolat ou l'addiction, etc. Les victimes, les personnes qui souffrent, parce qu'on se dit, on sait très bien qu'il y a une question de souffrance derrière, etc. On va leur dire, attends, c'est simple, arrête de bouffer ton chocolat, Va arrête faire de du prendre sport, ton mange va des faire du sport. légumes. Ah, non, Tu vois, non, mais toi, t'as toujours un truc comme ça. Et moi, ça me rend dingue. C'est un combat. non, bah, je me partage ton combat. Hein. Non, mais vraiment. Mais c'est ça qui me rend triste des fois, vraiment. Mais je me dis quand déjà on est enfant, on arrive à parler, enfant ou adolescent, quand une victime arrive à parler, arrive à libérer la parole, à ouais, libérer bien la parole sûr. et à expliquer des choses aussi violentes et intimes, parce que ça touche à, ça touche à nos corps, Bah, bien à sûr. notre intimité, en face, mais ayez un minimum de respect, C'est à, déjà à clair, nous ouais. entendre, à nous Ouais. croire, Ouais, et agissez en fait. exactement. Parce que sinon, après, bah, on peut perdre espoir en tout. Moi, je le dis clairement aujourd'hui, là, encore plus depuis que je suis maman, j'ai pas confiance en la justice. Ah, mais Et aujourd'hui, s'il arrivait malheur à mes enfants, je sais même pas si ça passerait par la case des gendarmes et justice. En Bah fait, oui, en ce fait, serait parce que- animal. bah, bien sûr. J'ai pas confiance. Non, Alors, mais on devrait, ils sont là et j'ai pour envie protéger de travailler normalement. pour, Bah oui. pour faire appliquer encore plus de lois et Sans- puis Mais- durcir tout ça, mais Non, Il y a une ok, mais c'est injonction maintenant. paradoxale. Aujourd'hui, on voit Ouais. bien qu'il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées parce qu'on demande aux gens de parler. Et puis nous-mêmes, avec les réseaux, bah, effectivement, il y a ce pouvoir d'identification. Donc les personnes y vont. Et puis finalement, derrière, ça bloque au niveau de la justice. Ça bloque aussi par moments avec des personnes qui ne sont pas formées pour recevoir la parole des enfants, Exactement. etc. C'est etc. Donc horrible. c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin d'une volonté politique qui vient changer les choses et pas uniquement juste d'un réflexe un peu hyper empathique qui visera à dire oh, c'est terrible Mais ce que vous avez vécu. exactement. Oui, mais C'est pas ce qu'on dit. Hein. il y a un truc de justice pour moi qui est injuste. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du deal, trafic de drogue et tout. Moi, quand j'entends des histoires oui, de jeunes ouais. qui vont prendre autant de prison Exact. ferme Même et plus. d'amendes, Même plus. et en fait, à côté, t'as mon oncle qui nous a violés plusieurs fois et qui a pris 18 mois avec sursis, C'est qui a refait une horrible. petite fille qui a gardé l'autorité parentale. Non, mais c'est Elle est où horrible. le- Ils enfin, protègent pas les l'équilibre enfants. Bah non, non. mais oui, mais carrément. Il n'y a pas de justice Il y a là-dedans. pas- C'est c'est dingue. injuste, vraiment. Bien Mais sûr, ouais, je suis entièrement d'accord La avec toi. justice, pour moi, vraiment à vomir. Enfin, j'ai comme toi, comme toi aussi, totalement pas confiance. On l'avait bien vu au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Les chiffres sont affligeants. On a moins de 3% des agresseurs dans ce pays qui sont condamnés, moins de C'est ça. 1% en cas d'inceste. Mais alors, ça qu'est-ce veut qui dire va les qu'en arrêter fait, ça veut dire même c'est un permis de récidive, quoi. Je veux dire, Oui, c'est ça. si tu comprends bien le principe, vas-y, fonce. Hein. C'est un Ah, peu mais le vraiment. message qui est renvoyé, c'est qu'il se passera. Et encore, sur les 1%, effectivement, comme tu dis, c'est 18 mois avec sursis, etc. Ou autre. On a encore vu, hier, il y avait encore une peine qui a été donnée à quelqu'un, je crois que c'était 8 mois avec sursis, parce qu'il y avait un doute, quoi. Hein. Ouais, Il y avait c'est un ça. doute. Et puis, peut-être, la seule chose que le monsieur n'aurait pas dû faire, c'est dormir avec sa fille. Et donc, c'est-à-dire que la fille, on met en question sa parole, on se dit, dans le doute, on lui file 8 mois avec sursis, etc. C'est horrible. Ça, c'est hallucinant. On se retrouve Et dans on des est en trucs- France, hein. Et bah ouais, C'est mais ça qui est. la France protège les pédocriminels. Ouais, Nous, on vraiment. arrête Pour pas moi, de le c'est dire. ça. Hein. Nous, au niveau de la Civise, on a recueilli un peu plus de 30 000 témoignages en 2 ans. Donc les gens nous ont fait confiance, ce qui est très bien. Seuls 8% d'entre eux nous ont dit qu'ils ont bénéficié de ce qu'on appelle un soutien social positif. C'est-à-dire qu'on a dit à un enfant, donc ce qui est rassurant, c'est que les enfants parlent. Oui, Encore une oui. fois. Déjà. Je te crois, je te protège. Quelle que soit l'issue de la plainte, qu'elle soit classée sans suite ou avec une peine, machin, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'impact sur la santé. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans 92% des cas, les victimes subissent un soutien social négatif. On dit à un enfant très souvent « je te crois, mais je ne te protège pas ». Pourquoi ? Parce que, ouais, tu comprends, c'est la famille, on sait Ouais, c'est jamais, ça. machin, gna. Ou parce que quand t'étais une fille,
Tu vas peut-être chercher, ta jupe était peut-être un peu courte, quel que soit l'âge. Oui, bien sûr. C'est qu'en 2021, on a intégré un seuil d'âge de non-consentement, quand même, parce qu'on a dû faire la révolution. Je me souviens. On a arrêté de dire à des enfants, même de 8-9 ans, etc., qui étaient entendus en garde à vue, de se dire, en garde à vue dans le cadre d'une enquête, on a arrêté de leur dire « Et t'as été consentant en relation sexuelle avec ton père ?» Mais hallucinant, quand même. On dit 2021, quand même. On est à l'âge des dinosaures. Non, mais c'est flippant. On en est là. Il faut une volonté politique, en fait, derrière. S'il y a personne qui tient, si on est là, machin, en fait, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, aujourd'hui, il faut le dire, coûte. Nous, on l'a fait aussi au niveau de la civisme, on a chiffré. Le coût, en fait, de l'immobilisme, aujourd'hui, le coût du déni, c'est 9,7 milliards. C'est-à-dire que l'argent, quelque part, on l'a déjà. C'est ce que j'ai dit, moi, à différentes ministres, là encore récemment, Aurore Berger, etc. Je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Bruno Le Maire a cherché 10 milliards. Les 10 milliards, vous savez quoi? Vous les avez déjà. Ah ouais. Utilisez-les autrement. C'est économie. Il n'y a pas de souci, vous verrez, il y aura d'autres économies derrière. Mais comme il n'y a pas de volonté politique de changer les choses... Pourquoi il n'y en a pas? Ce serait vraiment intéressant de savoir. Parce que c'est pas une priorité. Parce qu'on ne fait pas vivre les enfants. Parce que les enfants, en France, moi j'en suis convaincu, et je pense que c'est un combat beaucoup plus général, ne sont pas réellement sujets de droit. Tout comme les femmes, en réalité. Donc ça veut dire qu'en fait, on est pays des droits de l'homme, on n'est pas ni le pays des droits des enfants, ni des femmes. Mais bien sûr, c'est ça le sujet. On a honte de dire ça parce qu'on se dit tout de suite, pays des lumières, machin, tout ce qu'on veut, etc. derrière. La vérité... Quand on voit les chiffres des violences faites aux femmes, chiffres des violences faites aux enfants, c'est bon, il faut arrêter, il ne faut pas discuter en fait. Et encore une fois, rappelons quand même que sur les violences sexuelles faites aux enfants, c'est des violences sexuées. On a 80% des victimes qui sont des filles, 20% des garçons, et c'est moi qui le dis, parce qu'il y a toujours des gens qui font oui, mais machin, les féministes, je sais pas quoi, machin. Et par contre, 94 à 97% des agresseurs sont des hommes. Ouais. Ça dit quelque chose d'un monde, en fait, où en France, c'est la domination masculine qui prime. J'ai reçu pas mal de témoignages. Le fait d'en parler, du coup, ça libère d'autres paroles, ça libère des personnes. Et beaucoup de témoignages. Ouais, tous les jours. Tous les jours, clairement. Et puis des histoires similaires. Ouais. J'ai l'impression que c'est la même histoire, on change juste le prénom et le nom de famille. Ouais. Mais c'est pareil. Et puis moi, ce qui m'a choquée, c'est... de recevoir autant de messages de jeunes filles mineures, jeunes mamans, quarantenaires, cinquantenaires, et même des mamies. Des mamies, ouais. Mais ça m'a bouleversée, moi. Et puis, t'as ceux qui disent que ça a détruit... Les mamies, c'est marrant, c'est ce que tu dis, moi aussi, je trouve ça horrible. Toute leur vie, qui ont vécu avec ce secret, ce poids. Ça me fait de la peine, mais je sais pas pourquoi aussi, ça me... Ouais, moi, il y a pas longtemps, j'ai reçu le témoignage d'une maman, 5 enfants, et elle m'a dit, jusqu'aujourd'hui, une cinquantaine d'années, elle a dit qu'elle vit pas, en fait, qu'aujourd'hui, même avec le père de ses enfants, c'est très compliqué. Elle a fait cette vie de famille parce que c'est comme ça qu'il fallait faire, mais qu'aujourd'hui, elle se rend compte que elle est détruite, qu'elle en a pas parlé. Donc, c'est la première fois qu'elle en parlait. Et du coup, à moi, qui ai 30 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Vraiment, et je me suis dit, waouh. Et elle m'a dit, pendant toutes ces années-là, et pareil, pour elle, c'est de sa faute. Il y a aussi l'honneur de la famille. Tu te dis, waouh, en fait, comme tu disais, c'est le nom qui change. Oui, mais c'est la même chose tout le temps. Ça se répète, en fait. Et de génération en génération, moi j'entendais beaucoup, oui, mais ça c'est de la génération des grands-parents, des grands-parents. Mais non. Non, c'est toujours pareil aujourd'hui. Moi, ce qui me marque dans ces témoignages, c'est surtout que chaque témoignage est hyper politisé en réalité. C'est-à-dire que moi, je trouve j'ai souvenir, pareil, en Corse, il y a une dame qui un jour prend... Parce que moi, j'ai mis en place une action qui s'appelle Caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Je passe dans différentes villes, 45 villes, etc., notamment dans les Outre-mer. J'étais en Corse. Et au début, je suis reçu par des gens qui me disent « c'est pas chez nous, ça ». Très rapidement, première journée à Bastia, tac, une dame qui arrive, 65 ans, qui a été victime souvent par une de ses tantes, etc. Son discours, je me rappellerai tout le temps, je pense, il était tellement dur, elle avait été victime par sa mère, sa tante, peu importe. Et la fin de son discours, c'est de dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais faire de la prévention. Toutes les victimes, en fait, parlent en disant ça. Et moi, donc ça, c'est le premier élément qui me marque aujourd'hui dans tous les témoignages que je peux recevoir encore aujourd'hui. Et puis, il y a autre chose, c'est que les gens ont peur. C'est-à-dire que comme il y a eu une incompréhension en fait suite au mouvement au niveau de la civise, etc., parce que ça a été un fait social après justement le MeToo, MeToo inceste, etc. Il y a eu un truc, le président de la République, il a ouvert les vannes en vérité. En 2021, en disant ouais, je vous crois, on vous protège, machin, etc. Donc les gens se disent wow, super, ça va changer les gars, on y va, paf, ils ont pris le risque, ils ont parlé. Et comme ça c'est mal fini, on va dire, la fin c'est assez mal fini,
Moi, j'ai des gens même qui m'appellent qui font « Ouais, j'ai témoigné, comment je fais pour tirer mon témoignage ?» Parce que les gens sont parano. En fait, quand on est victime, les gens craignent aussi la dénonciation calomnieuse, la diffamation, etc. Donc, en fait, les gens sont dans un truc flippant en se disant « Mais mon témoignage, qu'est-ce qu'il va devenir en fait ? Est-ce qu'ils vont l'utiliser autrement machin ?» Mais ça, c'est hallucinant. Je trouve ça d'une violence sans nom. Et nous, on est là comme ça, à essayer d'être une armée, c'est la société civile. Moi, j'en suis convaincu qu'il doit faire bouger les choses. Moi, j'en suis plus que convaincu. C'est-à-dire que là, on ne peut pas, face à l'immobilisme... Il y a un game, en fait. Il y a quelque chose à jouer, en fait, par rapport à ça. Ouais, totalement d'accord. Moi, il y a pas longtemps, je me suis dit, j'ai l'impression qu'on est une génération où, quand même, ça nous révolte de plus en plus. On a envie d'en parler, on a envie de dénoncer, on a envie de témoigner, d'entendre des témoignages, d'accompagner les victimes. Donc, je me dis peut-être que la prochaine vague de politique, la prochaine génération fera changer les choses, mais en même temps, on n'a pas le temps d'attendre 20 ans, 30 ans. Exactement. Donc, moi, j'ai pas la solution. Puis on peut crier. J'ai l'impression que si on crie trop fort, on est pris pour des tarés. Si on crie pas assez fort, on n'est pas assez entendu. Et puis, il faut le mental aussi, parce que... Ouais, c'est un combat qui est lourd. Bah oui, carrément. Et pourtant, ça touche tout le monde. Exactement. Moi, j'ai de l'espoir. Moi aussi, j'ai de l'espoir. Toujours bien. Mon idée, c'est de penser vraiment... j'en suis convaincu, il faut penser une réparation collective. Et bien, moi, je pense que la société civile peut s'organiser et doit s'organiser si réellement on doit changer les choses. Bien sûr qu'on doit exiger du politique quelque chose en se disant vraiment vous faites quoi vous là aux manettes en fait vous envoyez des trucs, ça c'est le jeu normal. Donc on est tous au bout d'un moment en capacité d'aller les chercher, etc. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on se dédouane parce que sinon c'est un truc trop simple dans l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde se dit on peut rien faire, mais c'est là exactement. Et moi je pense le contraire. Exactement. Et en fait la caravane notamment de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants que j'ai mise en place et je trouve ça hyper rassurant. C'est-à-dire qu'au début il y a quelque chose qui est très culpabilisant parce que on voit bien, je rencontre des professionnels, des gendarmes, des professionnels de la protection de l'enfance, santé, etc. Pourquoi c'est culpabilisant ? Parce qu'on va leur envoyer que le rapport de la Civis l'a dit, 60% des professionnels n'ont pas protégé les enfants. Ont cru mais n'ont pas protégé. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on se fait ? Est-ce qu'on se fait un suicide collectif ou est-ce qu'on se dit est-ce qu'on sert un peu de pourquoi est-ce qu'on n'a pas protégé pour savoir comment est-ce qu'on y arrive ? Quel levier on va mettre en place ? Et moi, je trouve ça hyper rassurant. Aujourd'hui, j'ai vu plus de 1000 personnes, plus de 850 préconisations qui ont été faites par des gens, pas les miennes. Non, les gens, quand on les met autour de la table, quand on valorise, quand on sécurise l'espace, quand on se dit machin, etc., ce que devrait faire l'État en réalité dans ce pays en se disant en fait, il y a un massacre de masse, les amis, donc on va arrêter. Je veux dire, quand il y a eu le Covid, on était en guerre, non ? Quand il y a 10% de la population française, plus de 10% qui est victime, on n'est pas en guerre, là, on est où alors ? Par contre, je pense... Et c'est là qu'il y a un message d'espoir, c'est qu'on les fait trembler. Moi, j'en suis convaincu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, il y a une détermination, et il y a surtout une solidarité, un peu ce qu'on est aujourd'hui, c'est bien, tous les trois. Il y a une solidarité, en fait, aujourd'hui, entre les victimes, il y a le mouvement MeToo, il y a un avant, il y a un après, il y a un avant, un après les rapports, il y a des choses qui se créent, et c'est ça, en fait, notre espoir, et je suis d'accord avec toi, malheureusement, ce qu'on fait là, c'est pas pour notre génération, c'est même pas pour la génération de nos enfants, ça sera, je l'espère, pour la génération peut-être de nos petits-enfants, j'en sais rien, ou nos arrière-petits-enfants, j'en sais rien, imaginons. Mais quoi qu'il en soit, c'est un message fort qu'on envoie parce qu'on est en train d'initier une vraie culture de la protection des enfants avec un truc où on se dit non, maintenant on se taira plus. De toute façon, nous on est sortis, on a été démasqués en vérité. Bah oui, donc ça veut dire que maintenant, je pense qu'il faut s'organiser. Et puis faire de la prévention, en parler. Comment on vit ? On survit. Non, mais comment on vit, on fait avec. Je sais pas, après ça dépend de chacun parce que moi je pense que c'est important de se reconstruire. Alors c'est pas facile, mais de chercher à se reconstruire, à guérir en quelque sorte parce que c'est... Enfin, moi, je sais que pendant très longtemps, je suis restée avec ça et en fait, je me détruisais moi parce que en fait, ça me rendait dingue de voir, même quand les victimes venaient me voir ou même avant ça, quand je voyais des gens qui avaient la même histoire que moi, que les personnes, là, on parlait des condamnations. Les gens vivent leur vie, en fait. Et puis nous, on est là, on subit, alors que ces personnes-là sont en liberté. On a aussi le droit au bonheur, un peu. On a le droit de vivre. Donc, je pense que c'est important de chercher, en tout cas, alors par n'importe quel moyen. On a la thérapie, on a pas mal de choses. Ou soit aussi rentrer dans ce combat-là. Nous, ce qu'on fait, la prévention, parler. Moi, je sais que c'est quelque chose... actif. Exactement, moi ça m'a poussée donc à travailler dans une association de protection des mineurs sur internet, mais ça est en lien puisqu'il y a de la pédocriminalité aussi sur internet. Quand je partais au contact des jeunes, j'avais leurs témoignages,
j'avais leur retour et ça a libéré la parole. Donc avec ça, je pouvais faire un suivi, signaler à l'infirmière un ci, un ça. Enfin bref, voilà. Après, je pense que ouais, c'est important. Alors après, pour ma part, ça a mis du temps. C'est un processus, hein, faut pas oublier. Enfin tous les jours là, enfin on voit que des fois, il y a encore plus tard l'année dernière, on a eu des flashs ou des choses, on comprend ainsi ça prend du temps, mais je pense que c'est important de se reconstruire. Après, chacun trouve son truc. Moi, je sais que j'ai retrouvé gérer ma paix, on va dire ça comme ça, dans la religion, clairement. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé de me livrer, de me consacrer à ça. Ça m'a vraiment permis de pouvoir me reconstruire, puisque vraiment, j'étais totalement anéantie. Aujourd'hui, j'en fais une force de ce témoignage, comme vous. Enfin, on en parle, on milite, et puis on dit, voilà, enfin, on est là pour les générations futures. On veut pas que ça arrive à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et j'essaie de, voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu rebondir, c'est que j'ai essayé de prendre cette histoire-là. Ok, ça m'est arrivé, malheureusement. Ça arrive encore à beaucoup de personnes. Et pour éviter que ça arrive encore, je prends cette histoire-là et puis j'en fais une force. Voilà, tout simplement. Mais après, est-ce qu'on arrive à passer au-dessus? Je pense que ça dépend de plein de facteurs. Ouais. Et toi? Moi, je pense que... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que le fait d'avoir parlé très jeune, c'est comme si j'avais décalé un peu les années difficiles. Et du coup, je suis rentrée dans la vie d'adulte avec déjà 10 ans de thérapie, avec déjà un procès, avec déjà... En fait, j'étais plongée dans un monde d'adulte à 11 ans, même à 9 ans. Bien sûr. Du coup, c'est comme si j'avais décalé un peu... tout ce parcours-là de reconstruction. Après, moi, très vite, je viens de Bretagne, mais je suis partie à Paris vivre mon rêve et essayer de devenir comédienne. Et après, j'ai réussi et j'ai fait des films. Et du coup, en réalisant ce rêve-là, ça y est, aussi, ça m'a libérée d'un truc. Et je savais pourquoi je vivais et j'étais heureuse et je le suis encore tous les jours. Et puis, j'ai rencontré... mon conjoint, il est génial, il me soutient dans ce combat-là, il est incroyable, c'est un super papa. Donc, je me suis aussi entourée de gens bienveillants en qui je me sens bien, en qui j'ai confiance et avec qui je peux parler de tout ça sans tabou, parce que mine de rien, c'est pas avec tout le monde qu'on peut parler de ce combat-là, de l'inceste, de l'agression sexuelle. Soit ça saoule, soit ça gêne les gens. Exactement. Allez, c'est pas intéressant, c'est un peu glauque, on change de sujet. Mais en fait, moi, c'était important d'en parler. Bien sûr. Même si j'en parle tous les jours, même si je vois des affaires qui passent tous les jours aux infos sur Instagram et tout. Moi, ça me fait du bien aussi d'en parler, de me dire vas-y, faut qu'on change des choses. Il y a ça qui se passe, et puis là, il s'est passé ça, t'as vu. Ça me fait du bien, du coup, d'en parler avec des gens, en fait, juste qui sont à l'écoute, qui me comprennent. Et puis aussi, il y a eu ce cap-là de devenir maman, en plus d'une petite fille. Et du coup, moi, ça m'a donné encore plus une force de combat, de me dire, c'est tombé sur moi, j'ai vécu ça, mais elle, non. Et puis pas que elle, en fait. Maintenant, il faut que toutes les autres petites filles, tous les autres petits garçons et tous les enfants, stop, on mette fin à tout ça. Donc ça, mis bout à bout, c'est devenu ma force, mon combat. J'ai écrit une bande dessinée sur mon histoire pour témoigner, pour aider. J'ai réalisé mon premier film aussi à ce sujet. Moi, c'est la fiction quand j'étais jeune qui m'a aidée à prendre conscience et à parler. Et je me dis, aujourd'hui... j'ai de la chance d'avoir réalisé mon rêve de devenir comédienne. J'ai la chance d'avoir réalisé un premier film. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne. Et puis ça donne de l'espoir aussi. Ça donne de l'espoir aux personnes qui le vivent et de voir que t'as pu te reconstruire, t'as pu avoir une vie de famille, que tu vis ton rêve. Exactement. Vraiment, je pense que c'est important d'en parler comme ça et de pouvoir partager ça. Et toi ? Ouais, moi je trouve que c'est important ce message d'espoir. En réalité, c'est aussi ce message que portent beaucoup de victimes en réalité. Après, moi je suis passé de une vraie question sur de la reconstruction à la question de la construction. Je veux dire pourquoi ? Parce que je pense que souvent, je me suis beaucoup reconstruit en oubliant l'enfant que j'étais. Et j'ai l'impression, je veux dire avec un peu d'émotion, d'avoir retrouvé l'enfant que j'étais, et surtout d'avoir compris que je lui devais tout en fait. D'avoir compris que c'était grâce à lui et que j'avais qu'il était parvenu de sa petite
taille, etc., à supporter l'insupportable, etc. Et là où je me suis souvent dit, de toute façon, je serais pas comme ça, machin, gna, et j'avais l'impression que même le fait d'avoir réussi dans les études, etc., c'était... En fait, je me suis dit, mais j'ai rien compris à l'histoire. Et maintenant, j'ai compris il y a peu de temps, finalement, mais c'est grâce à mon livre, donc sorti pareil ouais, c'est incroyable. Je pensais pas du tout que ça donnait ça. Et le jour où on m'a remis mon livre en fait dans les mains, c'est une fierté, hein, c'est un truc. Hein. Plus que de la fierté, j'ai eu des larmes qui ont coulé parce que j'ai revu le visage de l'enfant que j'étais. Je l'avais jamais revu, si ce n'est en photo. Mais c'est-à-dire une forme de réconciliation avec moi-même, qui est pas une reconstruction, qui est comme si en fait il y avait quelque chose d'une cohérence. Tu vois, et je me dis mais finalement et c'est marrant parce que c'est pareil, tu vois, dans les aventures que je mène aujourd'hui, donc avec Move Enfant, etc. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent ça. Quand tu leur dis reconstruction, réparation, certains disent des gens, on n'est pas des bagnoles ou quelque chose comme ça. Et derrière ça, ils vont te dire, surtout que j'ai compris à un moment donné, pourquoi est-ce que je devrais me reconstruire alors qu'en fin de compte, moi, j'ai rien fait en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi après le fil, j'ai cherché à me redresser, etc. par rapport à ce que et je trouve ça juste en fait. Et c'est vrai que du coup, on retire ce poids de la culpabilité. Donc moi, je dirais qu'il y a un espoir possible. Je suis assez d'accord avec toi aussi. Moi, la naissance de mon fils, ça a été un moment incroyable, un fils. Voilà. Et en plus, j'ai écrit... Je m'en suis pas rendu compte, pareil, pour revenir au livre. Et franchement, on fait des choses dingues dans la vie qui sont tellement évidentes par moment. Et écrit sur la couverture du livre, j'avais 8 ans quand j'ai été violé. J'ai sorti le livre quand mon fils avait 8 ans. Incroyable. C'est incroyable. Et pareil, et j'avais même pas réalisé que le truc s'était mis en route normal. Je fais mon truc, on va écrire un livre. Et en même temps, je me réconcilie avec l'enfant que j'étais, qui a été violé à l'âge de 8 ans. Tu vois, le truc c'est dingue. De la vie, tu vois, je me dis, et bien sûr, ça donne de l'espoir, même s'il y a de la révolte, il y a de la colère, tout ce qu'on veut. Sûr. Et ce message-là, il faut aussi qu'ils soient entendus en disant, voilà, le vrai problème, je pense, aujourd'hui aussi, et moi, c'est ça aussi qui m'anime, c'est de me dire qu'en vérité, il y a une inégalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste laisser les gens seuls se débrouiller avec leur propre résilience. Il y en a certains, enfin, nous, on a rencontré combien de personnes, justement, à la Civise, qui sont incapables, par exemple, de vivre dans des logements, etc., parce qu'elles ont été violées, machin, etc. On fait quoi de ces gens? On les laisse à la rue? En fait, on se dit juste, ah bah attends, prends exemple, là, il y en a une, elle est comédienne, la dame, hein, d'accord? Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça atroce comme truc, tu vois? Tu peux pas envoyer un truc pour moi et c'est ça le combat, je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est la République. Il faut qu'on soit en capacité de se dire que les inégalités, en réalité, il faut qu'on soit dans un monde égalitaire. La République, c'est ça. Et donc, c'est pas juste notre propre résilience, c'est pas juste lève-toi et marche, tu vois. Exactement. Mais carrément. Puis il n'y a pas une solution miracle. Je pense que chacun, on a tellement notre propre histoire qu'on aura chacun notre propre construction, reconstruction, parcours de vie. Exactement. Il faut juste pas être seul. Et puis aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas été victimes et qui ne sont pas agresseurs, il y a un gros travail d'accompagnement, d'écoute et de compréhension. Surtout d'écoute. Choisissez votre camp. Ah ouais, vraiment. Mais vraiment. Surtout d'écoute. Moi, je pense que c'est ça qui joue beaucoup parce que très souvent, quand on parle, déjà, c'est un grand pas. Enfin, le fait d'en parler. Bien sûr. Quand on a une personne en face qui ne nous écoute pas, c'est dur. Enfin, ou qui ne nous croit pas. Enfin, moi, c'est ça. Moi, pour moi, c'est la parole de la victime. Peu importe. Ouais, mais t'as des preuves. Des preuves de quoi, en fait? Non, je te crois. Moi, peu importe, tu me dis, t'es victime. Ok, je te crois. Parce qu'il y en a, mais aujourd'hui, on a des fausses accusations, comme partout d'ailleurs. Mais on peut pas se permettre de se demander, ok, des preuves, t'as des preuves qu'on t'a violé, t'as des preuves qu'on a abusé de toi, ou que ton frère, ton père, ta mère. Enfin, non, je te crois et je t'écoute, en fait. C'est important parce que l'écoute active, hein, parce que passive, ou voilà, là, on écoute, on est là, même si on n'a jamais vécu, comme tu disais, mais le fait d'être là, d'être bienveillant, c'est hyper important. Le soutien, il est essentiel, bien sûr. C'est quelque chose d'essentiel, le soutien. D'ailleurs, on voit bien, c'est les chiffres que je rappelais tout à l'heure, on voit bien. Bah oui. Et non, c'est hyper important. Moi, je sais qu'après le MeToo, on a eu le MeToo Animation, je ne sais pas si vous avez eu passer sur les réseaux. Du coup, avec une militante qui est aujourd'hui une collègue, une copine, on en parlait parce que elle a été celle qui a mis le MeToo en place, et les témoignages. Et en fait, on se rend compte que même les personnes qu'on embauche pour s'occuper de nos enfants, du coup, sont des agresseurs potentiels. Ouais. Et ça, aujourd'hui, elle a dû militer pour que ça puisse rentrer dans la réforme du nouveau BAFA, en fait. Donc, le BAFA qui est le brevet pour être animateur, pour parler des violences sexuelles, en fait, pour faire de la prévention. Et moi, pourtant, je suis aussi formatrice BAFA. Je me suis dit,
instinctivement, genre, je faisais de la prévention aux futurs animateurs, mais le fait qu'on n'avait pas ça dans les programmes de formation, dans le socle, dans le stage théorique, je me suis dit, mais comment on faisait? C'est hallucinant. C'est vrai, t'as raison. C'est Tous les dingue. métiers en contact avec les enfants, de toute Il façon, faut, bah ouais, devraient carrément. avoir, ce serait la base. Bah, tu sais que même les métiers d'éducateurs spécialisés, enseignants, c'est etc., t'as rien en fait dedans. Non, Même les rien médecins. du tout. Bah ouais, Ouais, c'est clair. même les médecins. Même les magistrats. Hein. Moi, je suis intervenu récemment au niveau de l'École nationale de la magistrature. Ils découvrent en fait. Bah oui, oui, oui. Tu vois, mais on Et n'est pas après, formé par pour. contre, ils jugent. Donc là, il y a un problème. Ouais. Non, moi, comme on disait tout à l'heure, je trouve qu'il y a, pour la phrase de fin, déjà, toutes les victimes, on vous croit. Et vraiment, n'ayez pas de doute là-dessus. Et parler. Et il y a plein d'associations et d'écoutes partout qui existent. Donc vraiment, allez-y. Et puis aussi, un message d'espoir. Les choses changent et puis elles vont changer dans le bon sens, c'est sûr. Ouais, exactement. Bah, je vais revenir sur ce que tu dis. Parler et surtout, c'est pas de votre faute. Voilà, vous avez rien fait pour mériter ça, parce que souvent on culpabilise, on se pose la question. Il faut même pas chercher. Non, non, c'est toi la victime. Tu es victime et c'est pas de ta faute. Ouais. Moi, j'ajouterais du coup 2 choses à tout ce qui a été dit, très justement. J'ajouterais trembler bourreau, c'est important. Et puis, je pense aussi, ne vous résignez pas, indignons-nous collectivement, qu'on soit en capacité de se dire, vraiment, on peut changer les choses et on a la capacité non pas de baisser les bras en disant, soyons activistes, il y a des gens immobiles face à nous. Activons-nous. Complètement. Exactement. Et faites le 119, on peut le rappeler ça quand même, c'est un message important. Numéro, Il y a un numéro quand même important qu'il y a à faire, il y a plein de numéros. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est quand même essentiel. C'est le 119. C'est le 119. Dans le doute, pas de doute, vous avez des personnes comme de grande qualité, mais je pense que c'est essentiel de faire le 119. Exactement, c'est important.